Bonjour, je m'appelle Alain Clavet, je suis rédacteur en chef de la métropole.com, journal qui est quand même bien connu. Là, on existe depuis 19 ans et on a une équipe de 15 personnes. Alors pour nous, qui couvre toute l'actualité, c'est très important de rencontrer un candidat. En fait, le seul candidat présentement, le 30 octobre, à la mairie de Montréal, Gilbert Thibodeau, qui est chef d'Action Montréal. Donc, je pense que pour les auditeurs, les lecteurs de la métropole, mais pour l'ensemble des Montréalais, c'est extrêmement important de connaître davantage Gilbert Thibodeau. Et c'est l'objectif de cette entrevue. Alors, il me fait plaisir de rencontrer Gilbert. Bonjour, Gilbert. Bonjour, comment ça va, M. Clavet? Ça va très bien, Gilbert. Plaisir. Très bien. Plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Surtout le 30 octobre. Allez-vous passer l'Halloween demain? Oui, absolument. OK. Mon sac de bonbons est prêt. OK. OK. Alors, Excellent. la ville de Montréal, évidemment, c'est la moitié du Québec. C'est très important. On sait que c'est une ville qu'on aime aimer et qu'on aime aussi critiquer parce que parfois, il y a des difficultés. Alors, je sais que Gilbert, tu as de l'ambition. Tu veux devenir maire de Montréal avec Action Montréal, qui a une très bonne équipe. Alors, évidemment, la question évidente de départ, c'est, en fait, comme chef d'Action Montréal, qu'est-ce qui t'a motivé au départ à t'engager en politique? Parce qu'on sait que la politique, c'est difficile. À t'engager en politique, à penser que tu as les solutions pour une ville qui est quand même très complexe et qui, présentement, connaît beaucoup de problèmes. Alors, quelle est la source, la motivation de ton engagement? Oh, elle date de loin. Merci de la question, mais elle date de loin, ça. C'est depuis début des années 90. J'ai eu plusieurs commerces à Montréal. J'en ai eu dans le Grand Montréal, dont un centre de ski. Et j'ai eu, je ne sais pas si on dit l'occasion, la chance de payer des taxes, de voir la gestion générale dans différentes villes, dont Montréal, l'endroit où j'ai eu la plupart de mes commerces et entreprises. J'ai aidé probablement la plupart des maires de Montréal, je dis toujours, à partir de Jean Drapeau quasiment, jusqu'à aujourd'hui. Puis j'étais déçu à chaque élection. Je me disais, pourquoi faire tant de promesses quand on sait que c'est... Vous venez de le dire, c'est tellement complexe, c'est tellement difficile de faire une présentation honnête. Je me dis, pourquoi en ajouter en sachant très bien que ça va être difficile de faire ça? Alors, j'ai été approché par des jeunes, ça m'a étonné. Des jeunes, c'était en 2000, le Parti Action Montréal a été créé en 2021. Ce sont des jeunes qui m'ont dit, Monsieur Thibodeau, ça ne vous tente pas de... Vous les avez presque tous aidés. Ça ne vous tente pas d'y aller de l'avant. Vous avez l'expérience, vous avez les connaissances, vous les avez tous aidés. Vous avez participé à différentes campagnes électorales. Pourquoi vous n'y allez pas? J'ai dit, ça prend tout un système, bâtir une équipe. Ils m'ont aidé en disant, OK, on va aller chercher les signatures nécessaires. On va essayer d'augmenter très, très, très rapidement le nombre de membres. Ça prend différentes choses pour créer un parti. Tout à fait. Eh bien, ils l'ont fait. Mm-hmm. Alors, c'est la deuxième campagne. La première, 2021, l'équipe n'était pas complète. Et on le savait, mais ça a été une tellement belle expérience avec l'équipe de base. Aujourd'hui, on prévoit, on est, vous l'avez dit, le 30 octobre 2024, on prévoit être prêt avant le printemps 2025 avec tout ce qu'il faut avec un programme totalement parfait. Gilbert, la question qui tue. La question qui tue. La question okay. qui tue, qui est Gilbert Thibodeau? En quelques mots. Ah, en quelques mots. Tu viens d'où? Né à Montréal. Quelle expérience que tu as? Puis qu'est-ce qui est... Une expérience, par exemple, déterminante qui a fait en sorte que tu t'es senti appelé à t'engager puis à t'impliquer dans la société et à Montréal? Bien évidemment, les jeunes, quand ils m'ont approché, c'était en 2019-2020, puis ils ont dit, ça ne vous tente pas, 2021, on va y aller de l'avant. Et là, il est arrivé ce que j'appelle la grippe chinoise, la pandémie. Puis là, il y a différentes choses qui sont arrivées, que la campagne n'a pas été tout à fait dans le développement du parti comme on aurait aimé. Mais on a tout de même passé au travers, on l'a fait, la campagne. Qui est Gilbert Thibodeau? Né à Montréal, en plein centre-ville de Montréal. Mon père, c'est aujourd'hui décédé, commerçant à Montréal, une quincaillerie. Mon grand-père, Montréal, lui est né en 1892. C'était un des plus grands distributeurs de tabac et bonbons à Montréal. C'est commerçant de haut en bas dans la famille, puis c'est Gilbert Thibodeau qui
a payé autant de taxes que ses prédécesseurs. Mais j'ai bien aimé la jeunesse que j'ai eue. J'ai eu, comme je disais tout à l'heure, des restaurants, bars, cafés-théâtres. Aussi, dans le Grand Montréal, j'ai eu dépanneurs, des différentes propriétés, jusqu'à Gatineau. J'ai eu un centre de ski dans les Basses-Laurentides. J'ai aimé et j'ai toujours aimé le développement et une structure ordonnée fait en sorte que c'est possible de bien gérer. La question de la gestion, bien sûr, une expérience comme commerçant, ça semble extrêmement pertinent par les temps qui courent parce que quand même, Montréal, c'est un budget de 7 milliards de dollars. Oui. C'est normalement à budget équilibré, mais présentement, à cause d'une dérogation particulière, Montréal a réussi à s'endetter de façon accélérée. Alors, au fond, comme éventuellement, vous avez un défi, là. Il y a un défi de gestion dans le sens que vous allez hériter d'un certain nombre de problèmes, notamment d'un déficit. Alors, comment vous pouvez voir dans un mandat de 4 ans de vraiment améliorer la gestion des fonds publics et l'administration municipale? Ce que je disais, et je le répète, on ne s'en va pas faire de fausses promesses. Puis je suis tellement content que vous soyez au courant. J'en reviens pas, c'est pas tous les journalistes. Félicitations d'avoir fait les recherches nécessaires. Montréal est mal prise actuellement. Une dette hors du commun. Effectivement, il y a une dérogation. La mairesse de Montréal l'utilise. La Ville n'a pas à respecter un budget balancé jusqu'en 2027. Vous venez de le dire. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'utiliser un peu à l'extrême. Ce qui fait que ce ne sera pas un premier mandat avec des promesses hors du commun. Il n'y aura pas de miracle, puis il n'y aura pas de promesses de dire style une ligne rose avec 15-16 stations et 18 milliards de dollars. C'est pas on n'arrive pas à cette époque-là. Par contre, pour être sûr que votre question, j'y réponds correctement, il va y avoir une obligation d'une réduction de ce qui se passe actuellement avec les employés à Montréal. Je parle des employés de haut niveau, puis pour être précis, je ne parle pas de la police, des pompiers, des cols bleus, qui sont l'image de Montréal. Je parle de hauts fonctionnaires qui ont été nommés. Ça va être compliqué, c'est vrai. Ça va être un premier mandat difficile, mais je pense que les citoyens de Montréal sont prêts à comprendre qu'il n'y aura pas de promesses hors du commun. On a des difficultés avec nos infrastructures, on a des dépenses nécessaires avant d'arriver avec ce que j'appelle, moi, des promesses fabuleuses. Mais en toute honnêteté, tous les citoyens constatent que la bureaucratie est lourde à Montréal. Et je sais, je suis journaliste, je lis les journaux, j'ai vu qu'il y a des milliers de postes qui ont été créés dans les 2 mandats de Valérie Plante qui se terminent là, le 2 novembre 2025. Alors, est-ce que tous ces postes-là sont absolument nécessaires? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux ou de faire autant, enfin, de faire mieux à moindre coût? Vous l'avez abordé. Il y a différents programmes qui sont possibles. Je me souviens, par exemple, qu'au fédéral, à un moment donné, pendant quelques années, il y a eu l'attrition. L'attrition, c'est tout simplement que les gens qui quittent ne sont pas remplacés. Mais quels sont les moyens que vous envisagez pour vraiment diminuer les dépenses publiques? Vous venez de le dire tellement précisément. Ce qui fait moins mal, c'est l'attrition. Évidemment, il y a des postes qui ont été en place, puis il va y avoir des départs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être remplacés. Le deuxième mot qui est important, il y a attrition et il y a dédoublement. Il y a différents services, il y a différents programmes offerts à la Ville de Montréal et il y a du dédoublement. C'est incroyable. Ce que je trouve triste aussi, c'est qu'il y a des administrations précédentes, sans les nommer. On parle toujours d'avant l'administration actuelle, Projet Montréal. Il y en a eu d'autres avant. J'ai l'impression, et plus ça va, plus j'y crois, parce qu'on est rendu à Montréal avec 28 000 employés. Il y en avait à peu près 21 000, quelque chose comme autour des années 2010, 2005-2010. Là, on était autour de 21. Là, il y en a 8 000 de plus en 2024. Et la question que je pose à tous les citoyens quand je les rencontre, je fais beaucoup de porte-à-porte, je fais beaucoup de soirées, rencontres, et je leur demande, est-ce qu'il y a plus de services à Montréal? Et c'est incroyable. Comment est-ce qu'on s'en aperçoit? Non, il n'y a pas plus de services. Les réponses sont instantanées. Il y a plus de graffiti. La ville est mal propre, elle n'est pas propre, elle est mal entretenue. Il y a même des arrondissements. Je ne sais pas si on va aborder le sujet des arrondissements, mais il y a même des arrondissements à Montréal qui ont décidé, pour sauver de l'argent, étant donné que dans la haute fonction publique de Montréal, ça coûte cher,
Eh bien, on va ramasser les vidanges une fois aux 2 semaines. Il y a tellement de choses sur le plancher de la Ville de Montréal à régler que c'est pas le temps de faire des promesses incroyables pour attirer des votes. Je pense que les gens sont prêts à ça. Sont prêts à se faire dire, on peut-tu avoir la vérité? Puis on va être capable de la comprendre, on est responsable. Je pense que les gens sont prêts. Parlons des arrondissements. Il y en a 19. Il y a 19 maires. C'est quand même extraordinaire, 19 maires. À Toronto, il y a un maire. À New York, il y a un maire. Oui. Comment se fait-il qu'il y ait 19 maires à Montréal? Ça me semble extraordinaire parce que chacun des maires a un bureau, son budget, sa voiture, son petit compte de dépenses. Et en plus, ce que j'ai appris récemment, c'est que les permis de construction, parce qu'on va parler du logement tantôt, les permis de construction sont émis par chacun des maires avec des règles différentes. Et là, ça pose toutes sortes de problèmes. Alors, ma question, c'est quel est l'impact du fait d'avoir 19 maires, à la fois sur les finances publiques et la lourdeur bureaucratique? J'aime le mot lourdeur. Au niveau de la lourdeur, je vais le résumer parce que là, vous l'avez très bien spécifié, mais pour que les gens comprennent bien. À Québec, il y avait un maire, 27 conseillers. Il y a un maire à Québec qui a demandé au gouvernement du Québec parce que chaque ville, c'est une entité administrative créée par le gouvernement du Québec. C'est pas la Ville de Montréal qui décide, c'est pas la Ville de Québec, c'est pas la Ville de Gatineau, c'est le gouvernement du Québec. On relève du gouvernement. Donc, la demande a été faite au premier ministre du Québec, dire on veut faire une modification, il y a trop d'élus à Québec. C'est passé de un maire à 27 conseillers. Et si je ne me trompe pas, c'est le maire Labaume, sans nommer son nom, qui a demandé une réduction pour arriver à un maire, 21 conseillers. Ça a été accepté quasi sur le champ, avec une démonstration que c'est possible, que ça va être bien fait, et le redécoupage des districts de la Ville de Québec de façon à ce que l'ensemble des citoyens soient bien servis, et même que la bombe disait mieux servis. Et là, on parle de réduction d'élus. À Montréal, il y a 19 maires, 84 conseillers. Je viens de passer à côté de Toronto parce que ça serait gênant de dire qu'à Toronto, il y a 4 millions de personnes avec un maire et 25 conseillers. Je répète, Montréal, c'est 1 800 000 personnes, 19 maires, 84 conseillers. Qui a fait ça? Si ma mémoire est bonne, ce serait Jean Charest qui, lors d'une élection, je ne veux pas rentrer dans les détails, qui a accepté que la Ville de Montréal ne devrait pas être une île, une ville. Vous vous rappelez de cette époque-là? Et a redonné une autre façon de dire, oui, c'est possible de revenir comme avant, mais là, il y a eu plusieurs petits royaumes. Là, on parle de Westmount. Comment on les appelle? Il y en a 15 villes sur l'île de Montréal. Donc, Westmount, Côte-Saint-Luc, croyez-le ou non. Côte-Saint-Luc, qui est d'un côté de rue, c'est Montréal, de l'autre côté de la rue, c'est Côte-Saint-Luc. Montréal-Est, tenez-vous bien. Montréal-Est, on traverse Hochelaga, Maisonneuve, Mercier, on arrive à Pointe-aux-Trembles. Entre les deux, Montréal-Est, c'est pas Montréal. C'est une ville défusionnée. Il y en a 15 comme ça. Beaconsfield, Dorval, je pourrais en nommer. Pour une réponse très, très, très précise, je peux le comprendre, mais je me pose la question, comment ça se fait qu'il y a 19 maires à Montréal? Eh bien, c'est la raison. Ceux qui n'ont pas réussi à se défusionner, il fallait passer au vote, ils ont dit, OK, on va faire des arrondissements avec des maires, plein pouvoir sur certaines décisions. Tenez-vous bien, à Montréal, il y a des taxes municipales et il y a des taxes d'arrondissement. C'est incroyable. C'est incroyable. J'essaie d'être précis dans la réponse, là. Mais au fond, il n'y a pas un risque de chaos. Comme là, le budget 2025 approche, même si, en théorie, le central mentionne une augmentation de taxes, supposons, de 3 parce que c'est un chiffre qui a circulé. Mais si, dans chacun des arrondissements, on ajoute un 2, un 3 et un 4 les citoyens, ceux qui payent les taxes, là, ils vont payer 4, 5 et 7 selon l'arrondissement. Mais c'est chaotique parce que l'article que j'ai lu, c'est que finalement, les maires sont libres de proposer ou d'exiger des taxes et il n'y a pas de contrôle du maire de Montréal. Alors, ça me semble extrêmement dangereux pour les citoyens. Comment prévoir et aussi des disparités entre arrondissements. Exact. Quel est le point de vue d'Action Montréal? Exact.
L'élection va avoir lieu le 2 novembre 2025 et le Parti Action Montréal s'est engagé au cours des 100 premiers jours de faire une demande officielle au gouvernement du Québec de façon à ce que, pas l'élection de 2025, 2025, on doit la respecter, ça va être respecté, on doit avoir 103 candidats, pas par obligation, pour remplir tous les postes actuels. Je répète, à Toronto, il y en a 25. À Montréal, il y en a 102. Je dis 103 toujours parce qu'il y a le maire de Montréal aussi, ça fait 103. Une demande officielle va être faite au gouvernement du Québec avec un programme complet, précis sur la redistribution des districts et pour améliorer le service. Comme disait le maire Labaume, pour améliorer la qualité des services aux citoyens. C'est-à-dire que la personnalité de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Hochelaga, Maisonneuve, Île-Bizarre, Sainte-Geneviève, Pierrefonds, Roxborough, Verdun, Sud-Ouest, je peux les nommer, là. Tout le monde va être mieux servi à un coût moindre parce qu'il n'y a plus personne qui va être capable de dire aux citoyens « c'est pas de ma faute ». Il y a un sujet aussi qui est incontournable, les vélos. Les vélos, c'est devenu un irritant assez important pour plusieurs citoyens. Et dans la métropole, on a eu une caricature récemment où on voyait Valérie Plante s'esclaffer disant qu'elle était obsédée par les vélos et qu'elle souhaitait que son successeur aille encore plus loin à gauche dans sa position radicale de gauche pour les vélos. Alors la question des vélos, ça fait couler beaucoup d'encre, ça provoque un certain nombre de réactions. Alors, quel est, pour Action Montréal, M. Thibodeau, quel est l'équilibre que vous aimeriez à Montréal entre la coexistence nécessaire, là, et si possible en sécurité, entre d'une part les vélos et ensuite les voitures, il y a les trottinettes, il y a les vélos électriques, après ça il y a les carrosses, il y a les piétons, puis il y a ceux qui traversent la rue rapidement, puis il y a ceux qui traversent la rue très lentement. C'est extrêmement complexe. Alors, comment trouver un équilibre entre tout ça puis assurer une meilleure sécurité? Parce que, il faut le dire, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de piétons qui sont frappés, il y a beaucoup de vélos. Alors, sans avoir un portrait trop noir, il faut lire les journaux, écouter la télé. Alors, c'est vraiment un enjeu important. Comment établir cet équilibre? Vous venez de le dire. Le mot magique, c'est équilibre. Équilibre. Vient un moment donné où on s'en va... Ça paraît mal de dire ça, mais on s'en va vers l'extrême gauche. Quand je dis extrême gauche, je ne veux pas utiliser... C'est parce que c'est plus facile à comprendre que maintenant, on a une période de pensée unique. C'est mieux dit. Les gens, actuellement, à l'Hôtel de Ville, ont une pensée unique, celle de dire aux gens... Vous ne devriez pas... Non, c'est pas ça. C'est vous ne devez pas utiliser d'automobile parce qu'on vous offre plusieurs services qu'on appelle transport en commun. Que ce soit métro ou autobus, on est parfait à Montréal. Vous n'avez pas besoin d'auto. On va vous dire comment ça fonctionne. Et pour votre santé, parce qu'on va toujours utiliser un mot pour se pardonner de ce qu'on fait. Donc, c'est pour la santé. C'est pour la santé qu'on va augmenter le nombre de pistes cyclables. Jusque-là, quand on me dit on va essayer d'augmenter le nombre de pistes cyclables, j'ai pas trop de problème. C'est lorsqu'on s'en va vers la pensée unique, c'est, regarde, on va écœurer les automobilistes et ou les piétons. Parce qu'on ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont plus âgés, qui ont besoin des trottoirs, qui, eux, respectent les feux de signalisation. Mais quand à l'Hôtel de Ville, on a demandé aux policiers d'être tolérants concernant les vélos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont le droit de passer sa rouge, sa verte, sa jaune? Ils ont-tu le droit de peinturer les lumières, la couleur qu'ils veulent? Puis, ah ouais, nous autres, on a tous les droits. On a quelqu'un qui nous protège. Puis à ça, on rajoute, c'est ça, les trottinettes, c'est incroyable. Là, on ajoute tout. C'est une grande complexité. C'est une complexité majeure qui pourtant devrait facilement être... on pourrait facilement le régler et ne pas pousser les gens à se détester entre eux. Il n'y a rien de pire dans une ville que de créer la zizanie. C'est bon pour le pouvoir, parce que dans le pouvoir, tu crées la zizanie en bas, tu conserves le pouvoir. Là. Les gens, il n'y a plus personne qui s'entend bien en bas et tu vas chercher ton groupe qui, lui, va aller voter et tu as écœuré tellement les autres. La seule chose qui passe dans leur tête, c'est je t'ai écœuré, moi, je ne vais pas voter. Là, ils sont fous. Tu atteins une attitude des... Bon, ben, c'est ça qu'on veut au sein du Parti Action Montréal.
avec l'équipe, c'est de mettre dans la tête aux gens. Non, non, non. C'est l'attitude inverse que vous devriez avoir. C'est aller voter si vous voulez que ça change. Parlant de la zizanie, ça me fait sourire parce que il paraît que les 108, les 103 élus s'entendent tellement mal que ça doit vraiment faire rire. Mme Plante a créé une structure pour superviser les rencontres des 103 parce qu'ils n'y arrivaient pas à communiquer. C'est vraiment... là, je trouve c'est vraiment hilarant. C'est un peu pire que ça. Là. Ils ont créé un nouveau service oui, de relations entre les arrondissements, c'est-à-dire entre les élus de chacun des arrondissements, parce qu'ils ne se comprennent pas. Alors, ils ont créé un autre service qui, lui, fait en sorte que tout le monde se comprenne quand ils se rencontrent. OK. Oui. Non, mais Oui. Mais quand on même, parle... ça devient absurde. Là, ben, j'apprécie énormément que vous utilisiez le mot absurde. J'aurais dit c'est idiot. Ça n'a pas de sens. C'est non seulement du dédoublement, là, c'est du service hors du commun. Mais il ne faut pas oublier que plus tu nommes de hauts fonctionnaires de nouveaux services, que tu crées des nouveaux comités, c'est des votes de plus que tu rentres en banque. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de salaire de hauts fonctionnaires en bas de 125, 130, 140, plus des budgets de discrétion, c'est-à-dire que tes dépenses automobiles, tes rencontres avec différentes personnes, tes déplacements, c'est toujours non inclus dans ton salaire. On parle d'à peu près 150 à 175 000 par haut fonctionnaire. Si on fait juste une attrition d'environ 2 000, je parle de 28 000 employés, là. Je fais juste dire on va en enlever, disons, sans en enlever par non-respect, le faire rapidement, ce qui va peut-être arriver en passant. Parce qu'il y a des postes qui n'auraient jamais dû être créés, qui ne servent absolument à rien. Il y a du dédoublement hors du commun. Denis Coderre avait créé le BIG. Le BIG, le Bureau de l'inspecteur général, qui, dans le fond, il a ajouté à côté, c'est parce qu'il va s'occuper de la corruption à Montréal. Oups, il y a déjà un poste qui s'appelle la vérificatrice générale à Montréal, qui a tout un service, plusieurs millions de dollars pour justement faire les vérifications nécessaires s'il n'y a pas eu de la corruption à l'intérieur des contrats qui ont été donnés à la Ville de Montréal. Mais c'était la mode lors de une campagne électorale, si je ne me trompe pas, en 2017, de dire « je vais créer le BIG ». Ça, c'est encore mieux, ça va vérifier. Il va y avoir de l'inspection. Il n'y a pas d'erreur, c'est devenu big. C'est devenu big. Montréal est devenu big, c'est big. C'est ça. Un autre sujet incontournable, les sans-abri. Oui. Environ 10 000 sans-abri, des pauvres personnes qui sont dans la rue. Et je sais que vous en avez parlé souvent, des sans-abri, ça vous touche. Et ça touche beaucoup de monde. Et on les voit couchés sur le trottoir. Et c'est vraiment pénible. Et personnellement, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas trouver une façon d'améliorer leur sort. Alors, qu'est-ce qu'Action Montréal va faire? Alors, j'apprécie la question. Merci. On dit sans-abri, on dit itinérant. On dit différents mots, c'est selon la mode, ce qui paraît bien, par l'entremise des médias, lorsque à l'Hôtel de Ville, on présente le projet de ce qu'on va faire. Je réponds toujours à ça, regarde. Si tu tapes sur le clou, toujours de la même façon, il va rentrer de la même façon. Ça fait des années, je le répète, je suis né à Montréal, je l'ai vu, je la vois grandir. Je vois également qu'il y a des problèmes majeurs de plus en plus. On parle d'itinérants, là. On parle de sans-abri. Il y a tellement d'organismes à Montréal, encore là, je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires. Je dis juste qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a une institution de façon à enrichir quelqu'un? Est-ce que la pauvreté est payante? Est-ce que l'itinérance est payante? Et c'est là que je dis, on va le travailler d'un autre angle. La Ville de Montréal a un parc immobilier qui lui appartient. Je ne parle pas de l'ensemble du parc immobilier qui est généré par des entrepreneurs qui viennent bâtir à Montréal. Je parle de la Ville de Montréal. Son parc immobilier est incroyable. Si je ne me trompe pas, j'ai lu, j'ai repris, je lis souvent les budgets de la Ville de Montréal. On parle d'environ, dans le parc de Montréal, 22 000 portes. À peu près 22 000 logements que la Ville s'occupe par l'entremise de l'Office de l'habitation de Montréal. Il y en a d'autres bâtiments, il semblerait, encore une fois, parce que j'ai hâte d'avoir les chiffres réels. Le budget de la Ville de Montréal va sortir très bientôt. On est le 30 octobre, j'ai hâte de le voir. Il va arriver quelque chose au mois de novembre. Il y a peut-être 800 bâtiments non utilisés, désuets, malpropres. Par contre, on paye l'électricité et le chauffage pour pas que les tuyauteries pètent. Je ne le sais pas. Il n'y a aucun entretien dans ces bâtiments-là. Si vous saviez comment il y en a des beaux, je ne veux pas tous les nommer parce que je n'aimerais pas dévoiler l'ensemble du programme du Parti Action Montréal. Mais on en a retenu quelques-uns, des édifices, qui pourraient être utilisés, qui ont un grand terrain tout le tour, de façon à
concentrer les efforts à certains endroits. C'est grand, l'île de Montréal. Fait que je ne parle pas seulement que d'un édifice. Il peut en avoir un, sans le nommer, sur René Lévesque, près de Saint-Hubert. Il peut y en avoir un également dans le nord de la ville, sur Henri Bourassa. Il peut en avoir également un du côté ouest de la ville de Montréal. Et il peut y en avoir un sur la Rivière-des-Prairies, ou peu importe. L'itinérance est devenue comme une pieuvre. Ça prend énormément d'ampleur. Il y a des tentacules un peu partout. Et moi, je dis toujours, maintenant, à partir de ce moment-là, on va être capable de mieux servir. Parce que la clientèle itinérante, ce n'est pas qu'une seule clientèle. Il y en a que c'est un problème de drogue. Ce que je vais m'inclure dans ça, c'est drogue ou boisson ou problème majeur de addiction. Ça se dit, ça? Addiction. Tout à fait. Il y en a d'autres qui... Et là, ça peut... Je ne veux pas frapper. Je frappe pas de la même façon sur le clou, puis là, vous allez vous en apercevoir. Le gouvernement du Québec s'est délaissé un peu de ses responsabilités en disant, il y a des hôpitaux, on va laisser sortir les gens qui ont un problème mental, parce que leurs proches, leurs familles vont s'occuper d'eux et ils vont être certains qu'ils vont prendre leur pilule à chaque moment précis dans la journée pour ne pas avoir de problème mental parce qu'il y en a des... Le gouvernement du Québec s'est libéré un peu de ça. La Ville de Montréal aurait dû sauter sur l'occasion. Elle a un statut spécial. C'est une métropole. Elle aurait dû dire, OK, on a compris le message. Montréal va revenir à la charge pour ce côté-là. On parle de maladie mentale. Là, je ne parle plus de drogue. Là, on n'est plus dans la même coche. Et là, c'est là que je dis, c'est Montréal. Si le gouvernement du Québec est en train de dire on a un problème de santé parce que ça coûte une fortune, je ne voudrais pas parler de l'embonpoint du gouvernement du Québec parce que je pense qu'on a le même problème à ce niveau-là. Mais Montréal, c'est une métropole et c'est une image complète. On ne doit pas laisser ça aller et c'est ce qu'on fait depuis des années. Après ça, tu as ceux qui ont des problèmes... j'ai dit la drogue et ça, la santé mentale. Puis il y en a différents autres. Je vais en nommer juste un autre. C'est ceux qui viennent d'avoir un coup dur dans la vie. Ça peut être un divorce. Ça peut être la perte d'un amour qui est décédé. Ça peut être différentes choses. C'est plus passager. Et là, on a besoin de certains organismes. Et c'est là que je dis que le ménage, il ne faut pas taper toujours sur le même clou, de la même façon. Il y a tellement d'organismes à Montréal. Je pense qu'il y a un certain ordre d'affaires de façon à ce qu'on serve bien le citoyen. Il faut se rappeler que c'est pas Gilbert Thibodeau ou son administration, si je suis élu maire de Montréal avec le Parti Action Montréal, qui décide de ce qui va se passer. C'est le point, lorsque tu es élu, c'est de servir ta population qui est ton réel patron. Et à ça se rattache le tourisme, les gens qui viennent de l'extérieur. C'est l'image de Montréal. C'est pour ça que je dis on doit le regarder. C'est tellement grand, ce principe-là. J'étais au conseil d'administration de NAA, un organisme qui vient aux sans-abri, pour tenter de les rendre responsables. J'ai été sur le conseil d'administration j'étais celui qui était en charge d'achat des immobiliers de façon à faire des chambres pour rendre responsables les gens, à essayer de comprendre qu'il y a un système. Il y en a qui ont décroché du système. Il faut leur redonner une fierté. Il y a des cas tellement différents dans chacun d'autre qu'on ne peut pas englober tout ça dans un. Ça prend quelqu'un qui est conscient, qui est capable de voir la situation et d'établir comment faire en sorte qu'on sert la population. J'aimerais enchaîner sur le comment parce que sur la rue Notre-Dame-Est, il y a à peu près 2 kilomètres de tentes présentement. Aujourd'hui, il fait chaud, mais dans quelques semaines, on va être sous les degrés de... Ça va être le degré de congélation, il va faire froid, il va neiger. Alors, c'est quand même très concret, c'est un problème humain grave. De façon concrète, là, ces gens-là qui sont dans les tentes et il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de salubrité, il y a des problèmes de drogue. Vous avez décrit 3-4 catégories de sans-abri, mais là, ils sont tous là, pêle-mêle, même des familles, il y a même des enfants, c'est absolument incroyable. Alors, concrètement, là, est-ce que vous avez une idée comment on pourrait au moins améliorer temporairement leur sort? La question est bien posée. Temporairement aider. Si je tape toujours de la même façon sur le clou, je ne vais rien changer. On l'a vu, on le vit à tous les ans ou à tous les 2 ans, ou peu importe, là, dépendamment comment la population commence à se soulever, les médias en parlent. Bon, ben on va aller enlever le campement. Pareil comme si tu fais pouf, puis ils viennent de disparaître. Non. La Ville de Montréal doit être prête
doit comprendre qu'elle est responsable de son image. Ces gens-là sont des citoyens montréalais et on doit les respecter sans enlever le respect de la population qui, elle, est la vaste majorité. Vous avez commencé à dire en disant qu'ils sont peut-être 10 000 à Montréal. Il y a 1 800 000 personnes à Montréal et il y en a 5 à 10 000, je dirais plus 5 à 10 000 que 10 000 certains, à Montréal, qui rendent inconfortable 1 800 000 personnes, qui rendent inconfortable les touristes qui viennent, qui arrivent sur Notre-Dame. Tant mieux, vous parlez du grand campement sur Notre-Dame. On va taper sur le tout de la même façon, là. Vous le dites, l'hiver s'en vient. Qui va être le plus préoccupé et qui va recevoir un peu plus d'argent? La Maison du Père, YMCA. Il y en a plusieurs. Le Old Breweries. Mm-hmm. Bon, il y a différents organismes qui sont connus et reconnus. Bon. OK. Vous venez de me poser la question. À court terme, pas le choix. Il y a un système. Ça va prendre un certain temps, à partir du 2 novembre 2025, pour faire en sorte que l'ensemble des organismes, il y en a tellement. C'est triste que je dise ça parce que des fois, je me demande, y a-t-il quelqu'un qui tire avantage à ce qu'il y ait de la pauvreté à Montréal? C'est ça qu'on doit évaluer en premier. Après ça, de dire, voici maintenant comment est-ce qu'on va opérer. Et Montréal, c'est dans le cœur des décisions. Et non pas, ben c'est pas de ma faute, il faut que les organismes s'en occupent. Non. Si je comprends bien, il va y avoir d'abord une réduction des dépenses. En diminuant les frais d'administration, notamment par des postes inutiles. On parle au niveau de l'ensemble de l'administration. Si j'ai bien compris. Oui. Il va y avoir des économies éventuellement aussi quand ça va être possible de diminuer le nombre d'élus. Éventuellement. Je sais qu'il y a des étapes. Après une demande faite au gouvernement du Québec. Après une demande faite au gouvernement du Québec. Oui. Alors ça, donc, ça va générer un peu d'argent. Une fois que, disons, il peut y avoir un délai, évidemment, là, mais une fois qu'on a fait le ménage, il y a certaines personnes avec le sourire qui vous ont traité d'homme de ménage. Alors, l'homme de ménage. L'homme de ménage. Là, je pense que c'est plutôt un compliment parce qu'effectivement, Montréal a besoin de ménage. Alors, une fois que cette petite marge financière, budgétaire est dégagée, quels sont les grands projets qui seraient envisageables? Évidemment, je pense au métro, etc. Alors, j'aime ça quand vous dites une petite marge de manœuvre. Je vais vous redonner l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si on fait seulement que vérifier actuellement, le budget de 2017 parlait l'administration générale, c'est ce que moi j'appelle, dans un bon français, le bunker du maire. Les proches. L'administration générale, c'est justement la vérificatrice générale de Montréal. C'est des frais que la ville doit avoir pour comprendre l'ensemble de la gestion de la ville. On appelle ça l'administration générale. Les dépenses que le maire ou la mairesse peut augmenter, pourrait diminuer en fonction de bien servir la population. En 2017, avant l'arrivée de Valérie Plante, dans le budget, il est déclaré qu'en 2017, le budget était de 295 millions de dollars. On est en 2024. Valérie Plante est au pouvoir depuis déjà 7 ans. Le budget est de 777 millions de dollars. Moi, j'ai l'impression que dans le budget que je lis religieusement, peu importe l'année, on n'a pas l'ensemble de l'information. Ce que je viens de dire là, si vous faites votre calcul facile, je vais arrondir les chiffres, 300 millions, 700 millions, je devrais dire 800, on est à 777 millions, disons 800. Je viens de dire, 500 millions de dollars ont été dépensés en surplus depuis l'arrivée de Valérie Plante pour l'administration générale, c'est-à-dire alentour d'elle. Et moi, j'ai toujours dit, plus il y a des gens qui sont en poste, moins il y a des gens qui sont imputables. D'où vient la phrase célèbre, connue et reconnue à Montréal, lorsque la mairesse s'adresse, « C'est pas de ma faute ». Non, c'est plus de sa faute parce qu'elle n'est pas consciente de ce qui se passe autour d'elle et peut même ajouter « Ah, ça, j'étais pas au courant ». Et là, c'est là qu'on réalise qu'il y a de l'embonpoint. Pas parce qu'en diminuant les dépenses qu'on va diminuer les services, bien au contraire, on va rendre des gens imputables. Lorsqu'une décision doit être prise, lorsque quelque chose doit être fait, tu n'auras pas 102 personnes à regarder et dire c'est lequel. Moi, j'appelle ça, c'est comme quand on était enfant, puis maman disait, c'est qui? Puis là, tout le monde se pointait du doigt. C'est toujours l'autre. Tout le monde se pointait du doigt. Les gouvernements sont très bons pour ça. C'est toujours le régional, ensuite c'est le municipal, c'est la faute du provincial, le provincial, c'est le fédéral. Mais moi, j'aimerais souligner qu'à la fin,
c'est toujours les mêmes poches qui payent, les contribuables. Vous avez entièrement raison. Je viens juste de parler de 500 millions, puis je termine pour être sûr que le cœur vous lève comme il faut. La dette de Montréal est stratosphérique, OK? Je n'irai pas sur la dette, mais je vais vous dire combien ça coûte, la dette. On frise actuellement paiement de la dette et intérêt de la dette. Parce qu'on ne paye pas beaucoup de paiement. Les maires, les administrations précédentes, on appelle ça pelleter par en avant. Alors, les gens empruntent puis ils disent, le prochain payera. Bon, c'est ça. On en est rendu aujourd'hui, en 2024. Le budget n'est pas sorti. Je vous avertis, ça va être pire. Je ne veux pas vous faire lever le cœur. La dette et l'intérêt de la dette frisent le 1 milliard de dollars. Wow, par année. C'est tout un chiffre. C'est à 900 quelques millions qu'on a atteint déjà. Là. C'est Fait que c'est pour ça que j'aime ça dire 1 milliard, bien que j'exagère un peu de quelques... Très préoccupant. Oui, c'est non seulement préoccupant. Là, je viens de parler du premier 500 millions qu'on peut récupérer. Après ça, je dis, si on peut faire des paiements au comptant plus facilement. Et si je poussais à l'extrême, parce qu'on me demande, Gilbert, comment est-ce que tu peux parler de saine gestion sur quelque chose qui n'a jamais été touché? Écoutez bien le raisonnement. Montréal a entre 70 et 75 emprunts en moyenne par année, ce qu'on appelle des emprunts à long terme pour faire en sorte d'amortir les dépenses. On ne peut pas payer une rue dans une journée, elle peut durer pendant 20 ans, donc on l'amortit. Bien, pour ça, il y a des emprunts qui sont faits dans différentes institutions financières. Et moi, ce qui me fascine, c'est quand je regarde le budget, je vérifie toujours quel est le taux moyen d'intérêt que la Ville paye. Et on a eu une diminution du taux d'intérêt à un moment donné, il n'y a pas si longtemps. Ça a été augmenté, là. On le voit, les taux d'intérêt ont augmenté à un moment donné après la pandémie. Puis là, ça se remet à baisser. Mais juste en avant, au 19, 20, l'administration actuelle payait des taux d'intérêt entre 3,5, 4, 4,5 en moyenne. Et là, je me suis dit... Montréal, ça doit être un gros client pour une banque. Si le maire de Montréal appelle la banque de commerce et il dit, regarde, moi, j'ai 700 millions d'emprunts chez vous, ou tu me fais un bon taux d'intérêt, ou je vais aller voir une des 7 autres. Moi, les gens disaient, ben non, tu peux pas appeler une banque, là, tu peux pas changer ça. Ah non, essayez-moi. Essayez-moi. Si moi, je sauve 1,5 % d'intérêt, si moi, je dis, on va reconsolider la dette, j'ai différents emprunts sur mes 74 à la même institution financière, puis je vais dire, on va les regrouper, puis pendant que je suis là, réduis-moi donc de 1,5 ou de 3/4 %. Êtes-vous conscient que je viens de sauver 55 millions? C'est juste des intérêts. Incroyable. C'est pour ça que je dis, on tape toujours sur le clou de la même façon. Arrêtez de taper de la même façon. Ayez pas peur d'une banque. La banque adore la Ville de Montréal. C'est un bon client. La réalité, c'est que les gouvernements, finalement, dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Bien, c'est parce que c'est pas eux. C'est toujours emprunté. C'est toujours un emprunt. Puis c'est toujours, j'ai pas le choix. Oui, mais moi, je dis, s'il y a Montréal, c'est une administration. C'est pas un gouvernement. J'ai même un statut qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile d'appeler une institution financière ou de négocier un contrat que je donne à un entrepreneur qui vient pour différents travaux nécessaires à Montréal, surtout dans les infrastructures qui sont négligées depuis quelques années, lui dire, regarde, j'aime les cônes oranges, mais pas trop. Peux-tu me donner la date de la fin des travaux? Peux-tu me dire exactement quand les travaux vont être terminés? Est-ce que c'est possible de te donner une pénalité si les travaux ne vont pas finir à telle date? Est-ce que c'est possible de me donner une date exacte de façon à ce que je te pénalise? Au sujet des travaux, j'ai ouï dire qu'il y a un comité de coordination des travaux. Et j'ai été voir la structure et c'est, mon Dieu, je pense que la chatte ne retrouvera pas ses petits. Là. C'est de toute beauté. Hein? C'est vraiment complexe. D'abord, c'est une structure très lourde qui est dirigée par 3 maires. Et il y a toute une structure, au fond, de prise de décision. Et il y a les compagnies privées qui sont là, qui défendent chacun leurs intérêts. Alors, on peut comprendre qu'avec une structure un peu ridicule comme celle-là, qu'il n'y a pas de coordination des travaux. Alors, comment améliorer une situation qui, encore une fois, c'est le mot qui revient toujours, c'est chaotique. OK. Celle-là est délicate. J'aime la question, mais elle est délicate. Alors, soyez délicat. Je vais être délicat dans ma réponse, mais je me mets à la place d'un entrepreneur, ce dont je suis. Et l'influence que je dois porter à la Ville de Montréal pour qu'il porte attention à ce que moi, je veux. Je ne veux pas utiliser le mot lobbyisme, mais disons que celui qui paye le plus, c'est celui qui va être servi le premier. On graisse toujours la roue qui fait du bruit.
Alors, je vais être délicat pour ce qui est des entrepreneurs qui font de la pression sur la Ville de Montréal parce qu'ils veulent avoir telle C'est un peu chose. normal aussi. Là. Et un élu actuel à Montréal, je me dis toujours, à un moment donné, arrête. C'est le citoyen que tu sers. Je comprends que l'entrepreneur va t'inviter. Puis là, c'est pour ça que je dis je vais être délicat. Là. C'est vrai qu'il va t'inviter à souper quelquefois. C'est vrai qu'il va t'envoyer des billets pour aller voir le Canadien. C'est vrai qu'il va t'inviter à une partie de golf. Ça existe encore en passant. De moins en moins, parce que semblerait qu'on a diminué l'impression de corruption à Montréal. Je respecte ça, moi, de l'entrepreneur. C'est bête ce que je dis là. Je l'ai été, mais j'ai souvent, spécialement lorsque j'avais mon centre de ski, je mettais de la pression sur la ville. Je sais que je suis un gros citoyen corporatif dans une ville quand tu as le centre de ski, le seul. C'est comme la ville t'écoute un peu plus, puis je le sais. Puis mon rôle à moi, c'est de mettre de la pression. Le rôle du maire ou des conseillers, c'est de dire « Hey, Thibodeau! » Non. Parlons des commerçants. Mais c'est dur ça. C'est délicat, mais il y a un juste milieu à avoir. Parlons des commerçants. Il y en a plusieurs qui sont découragés. Il y en a qui ont fait faillite. Premièrement, il n'y a pas de stationnement. Les rues sont bloquées. Les taxes sont élevées. Alors, ça me donne, en vous écoutant, ça me donne l'impression que non seulement vous avez de l'expérience en commerce, mais que vous allez être favorable au commerce. Alors, de façon concrète, comment on va faire pour augmenter la fluidité dans Montréal, de sorte que des gens vont pouvoir stationner? Il n'y a pas de stationnement. Il n'y a pas de stationnement. On ne peut pas aller acheter un meuble en bicyclette. Il n'y a pas de stationnement. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez entièrement raison. Celle-là aussi est complexe. Parce que je pense, je vais y aller dans l'ordre. Tiens. Montréal, c'est une métropole grâce à ses commerces. La vie, il y a 19 arrondissements à Montréal et la vie de chacun de ces arrondissements-là, un citoyen choisit un arrondissement en fonction de est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce qu'il y a une rue commerciale? Est-ce qu'il y a des petits commerçants? Y a-t-il un nettoyeur? Y a-t-il un hôpital? La raison pour laquelle on s'en va dans un arrondissement, c'est qu'on dit c'est cette vie-là que j'aimerais avoir. Non seulement je respecte ça, mais là, ce qu'on est en train de faire en disant j'ai plus besoin d'automobile, j'ai plus besoin de ci, j'ai plus besoin de n'importe quoi d'autre que vélo, parce qu'on n'utilise même pas le transport en commun correctement à Montréal. Actuellement, là, on a parlé de la dette, s'il vous plaît, je vais vous étouffer si je parle de la dette de la STM. Elle aussi, elle est stratosphérique. Ils même sont en train de présenter un projet pour dire on va retirer dans le budget de la Ville de Montréal, le budget de la Société de transport de Montréal, de façon à réduire mentalement dans la tête des gens la dette de la ville. Là, ils sont en train de le retirer, ça va mieux paraître. Parce que la dette de la ville dépasse le 12-13 milliards. Là, puis le budget est 7 milliards. Il n'y a aucune entreprise qui passera au travers de ça. Et là, on ajoute à ça, on va enlever le stationnement. Ben oui, c'est sûr que le gars qui demeure à l'île Bizarre va avoir le goût d'aller à Pointe-aux-Trembles parce qu'il prend une chance d'arriver là, puis il n'y a pas de place de stationnement. C'est grand, l'île de Montréal. Le gars ou la fille ou la famille va dire on va aller à tel endroit, on part de Schlaga ou de peu importe, et on va se rendre dans Huntsic parce qu'il y a une vente de trottoir. Et là, je fais exprès pour dire le mot vente de trottoir. Là, quand on ferme les rues, en plus de retirer des places de stationnement, on est en train de diviser la population. Comme si ce n'était pas assez extrême, la mairesse de Montréal a déclaré, après 2 consultations, la population a décidé que non, on ne veut pas que ce soit fermé. Donc, la mairesse a dit, bon, étant donné que vous avez dit que vous ne voulez pas que ce soit fermé, on va fermer Camillien-Hood sur le Mont-Royal qui traverse d'un côté est, côté ouest de la ville. A décidé, bon, on n'a pas assez d'enlever des places de stationnement, on va même empêcher les autos de circuler pour ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau le lac au Castor. C'est tellement beau l'hiver. Il y a faire du ski de fond. Je ne sais pas s'il y en a qui font du ski de fond l'hiver. L'hiver s'en vient. On est rendu le 30 octobre. Et là, on est en train de dire aux gens, non, je ne sais pas si c'est le principe. Il y en a plusieurs qui disent, Gilbert, vas-tu finir par le dire? Je ne sais pas si c'est le fameux C40, la fameuse grande promotion des villes 15 minutes. Il ne faut plus que personne se parle. Il faut que chacun reste dans son quartier. Puis il ne faut pas que les gens continuent à se rencontrer parce que ça favorise. Ils parlent entre eux, puis ils peuvent des fois choquer. Donc, on va les laisser chacun chez eux. Est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais c'est vrai qu'on appelle ça les fameuses villes 15 minutes, ce qu'ils appellent le C40. Bon. Supposons qu'après 1 an ou 2 de ménage,
qu'on a une petite marge de ménage. Il faut faire le ménage, c'est clair, dans la structure, dans les budgets, qu'on dégage une certaine marge budgétaire. Quels seraient les grands travaux? Quelle est votre position sur le métro, par exemple? OK, je l'ai dit. Le métro, c'est pas tout à fait le premier mandat. J'ai déjà une position claire sur le métro de Montréal. On va commencer par régler celui de 1988. Hey, ça, on parle de Gérald Tremblay, pour ceux qui connaissent Montréal un peu, qui avait dit on va rajouter 4 stations à la ligne bleue. Si je ne me trompe pas, vous l'avez dit, on est le 30 octobre 2024. Le trou n'est même pas fait au complet encore. C'est un projet de 1988. On parle de 4 stations. Après ça, il y a eu différentes personnes qui ont dit on va faire ça. Il ne s'est rien fait. Et Valérie Plante est arrivée avec sa ligne rose. C'était le double du budget de la Ville de Montréal qui va aider. Et la première pelletée devait être faite la première journée de son premier mandat. Je dis, voyons, c'est du n'importe quoi. C'est ce qui est arrivé. Vous me dites, OK, quels sont les grands projets? Oui, ça m'intéresse de développer Montréal et avant de le faire de façon à stabiliser l'ensemble des dépenses, parce que là, c'est exorbitant. Je pense qu'au cours de la première... Peut-être... Fin du premier mandat. Je pense qu'il y a espoir. Puis là, je ne peux pas aller trop loin parce que j'ai toujours dit qu'il faut faire l'acquisition de terrain, puis c'est pas le temps de le dire ouvertement, de façon à ce que les contracteurs ne sautent pas ces terrains avant et qu'il y ait ce qu'on appelle l'inflation. Donc, la Ville de Montréal va le faire discrètement. Mais je pense qu'on doit terminer la ligne jaune-orange en boucle parce qu'actuellement, tu pars de Montmagny à Laval, pour ceux qui connaissent la ligne jaune-orange, et on descend complètement du côté est pour aller travailler dans Ville-Saint-Laurent à Côte-Vertu. Je pense qu'il manque 2 ou maximum 3 stations. Je pense que 2 vont être suffisantes pour aller s'embrancher avec un tunnel à Montmorency. C'est énorme ce que je viens de dire en dépenses. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout de suite, mais on peut déjà travailler sur ce projet-là. Le deuxième, on sert très mal l'est de Montréal. Je dis pas qu'on va se rendre jusqu'à Pointe-aux-Trembles, mais je pense que Honoré-Beaugrand, c'est vrai que c'est la dernière actuellement, on devrait ajouter 2, peut-être 3 stations également de ce côté-là pour se rendre jusqu'à Georges V. Pour ceux qui connaissent Montréal, je répète, on est dans l'Est, là. Donc, on s'en va vers Pointe-aux-Trembles qui, normalement, devrait être servi très, très, très bien. C'est incroyable comment est-ce que le secteur de l'Est de Montréal est mal servi parce qu'on dit à Montréal, bien, il n'y a pas assez de monde, donc on ne mettra pas un métro. Hey, c'est la ville qui sert les citoyens. On va mettre un métro, puis là, les citoyens vont dire, maintenant, on est bien servi. Ça, c'est un. Fin du premier mandat. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais y a-t-il des projets à court terme qui vont faire en sorte que les gens vont aimer Montréal? Oui, il y en a 2. Je termine là-dessus. Le Mont-Royal devrait réouvrir de façon à ce qu'il y ait du ski alpin l'hiver. Et croyez-moi sincère que la marina dans l'arrondissement de la Chine va réouvrir très rapidement. Ah ben, ça vous répondait un peu à ma prochaine question. Je me disais, dans l'hypothèse d'une administration Thibodeau, le 2 novembre 2025, les premiers 100 jours, là, vous avez commencé à le dire, mais les premiers 100 jours, les vraies priorités, là, les feux qu'il faut éteindre tout de suite, vos premiers gestes, c'est quoi? Bien, évidemment, si on arrête... mettre la main sur l'ensemble des projets d'urbanisme que l'administration actuelle est en train de faire de façon à développer le réseau de pistes cyclables. Au cours des premiers 100 jours, évidemment, il va y avoir un stop total et global de façon à vérifier... Avoir les rapports des policiers de ce qu'on appelle l'emportiérage, là, tu sais, les gens, les vélos qui rentrent dans les portes des autos, les accidents, les incidents. Avoir un rapport complet et total et la vérité au cours des dernières années de ce qui se passe actuellement depuis les pistes cyclables, voir celles qui sont dangereuses, les retirer. Les rues commerciales à Montréal, je ne peux pas toutes les nommer, mais il n'y a pas juste les rues commerciales en passant. Je vais juste faire une petite parenthèse. C'est la rue Terrebonne, si je ne me trompe pas, dans Notre-Dame-Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, cette piste cyclable-là. C'est pas une question de danger, c'est une question d'être ridicule. Donc, il y a des pistes cyclables qui vont carrément disparaître après consultation parce qu'il y a plusieurs consultations qui ont été faites et, je répète, même si la consultation dit non, faites-le pas, quelque part, il y a quelqu'un à l'intérieur qui, lui, va dire « Ben, c'est pas de ma faute, moi, j'ai compris que tout le monde est d'accord. » Puis la piste de cyclable apparaît des 2 côtés, puis on enlève les pistes les stationnements. Maintenant, dans les 100 premiers jours, pour continuer, toute rue commerciale ne doit pas laisser sa place aux pistes cyclables et retirer du stationnement. Ridicule. En dedans des 100 premiers jours, il va y avoir un réajustement total, complet, final, pour différentes rues. Encore une fois, sans les nommer, la rue Mont-Royal, la rue Fleury, ou plutôt la rue Henri Bourassa. Le boulevard Henri Bourassa. Ils sont en train de...
Jean Talon, il y a différentes sections. Ça, c'est incroyable. J'aime ça faire la parenthèse. Jean Talon, c'est incroyable. Cavendish Nord-Sud. On l'appelle la Cavendish Nord, la Cavendish Sud. Il manque juste un petit bout, il y a un petit lot de terrain qui appartient à la ville et qui devrait être ouvert de façon à rendre fluide l'automobile. On déteste tellement ça que la mairesse de Montréal a dit non, on ne touche pas à ça. Si vous saviez comment est-ce que les gens de Saint-Laurent, de l'Ouest, les arrondissements de l'Ouest de Montréal aimeraient tellement Cavendish, on arrête de dire Cavendish Nord, Cavendish Sud. Ça n'existe pas là, entre le joint. Qu'on ouvre ça puis qu'on le fasse. Non, la mairesse de Montréal a répondu oui, on va le faire. Mais avant, pour être certain que ça soit bien fait, avant de faire ça, on va mettre des pistes cyclables de Anjou jusqu'à Décarie, des deux côtés de la rue. Puis là, on va pouvoir faire des pistes cyclables, puis on va ouvrir Cavendish en haut, en bas, parce que là, les vélos vont pouvoir circuler. C'est incroyable de penser comme ça. Non, c'est incroyable. Là, tu ralentis un développement économique incroyable. Puis je vous fais remarquer que Jean Talon, si tu n'arrêtes pas rendu à Décarie, tu tombes sur Blue Bonnet. C'est un terrain qu'on n'a même pas encore touché. Ils sont en train de se demander s'ils vont faire quelque chose. C'est hallucinant. J'ai besoin de logement à Montréal. Je vais juste le rappeler entre parenthèses. Les 100 premiers jours. Probablement. Parce que je pense que les enfants, les familles, on a besoin de les garder à Montréal. Probablement qu'au bout des 100 premiers jours, les travaux vont déjà commencer. C'était en novembre, l'élection. 100 premiers jours, j'aimerais ça que vous disiez 150 jours, ça va m'amener au printemps. Les travaux vont déjà être commencés de façon à redonner de l'amour à la marina de la Chine, je l'ai dit, et qu'elle soit réouverte au cours de la première saison d'été du premier mandat. Je ne peux pas le jurer, on n'a pas l'ensemble de la documentation. Parce que ça, c'est un manque total. Marina de la Chine, c'est fantastique. Même chose pour ça ne sera pas dans les 100 premiers jours, mais tout va être mis sur pied de façon à ce que le centre de ski Mont-Royal soit réouvert. Moi, ce que je veux, là, c'est simple. Au cours des 100 premiers jours, toutes les décisions vont être prises. Celle qui fait en sorte que les gens vont dire « Oups, il vient de se passer de quoi, là? » Ils veulent garder les familles. Ils vont respecter mes enfants. Ils vont me respecter. Ils vont accepter que je puisse me stationner. Ils vont que je puisse me stationner quand je vais magasiner parce que c'est pas vrai que... Je vais faire ça en vélo, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. C'est pas vrai que je vais aller reconduire ma fille qui fait du patin artistique, mon fils qui joue, qui fait de l'athlétisme au centre Claude Robillard. Les 100 premiers jours, tous les parcomètres du centre Claude Robillard vont disparaître. Moi, quand je vois ça, il manque de centres sportifs dans plusieurs arrondissements à Montréal. Dans les 100 premiers jours, il va y avoir un projet de façon à ce qu'il y ait un centre sportif. J'ai besoin de sortir les jeunes. Vous m'avez parlé tout à l'heure de délinquance, d'itinérance. Comment tu fais pour empêcher ça? Tu favorises le développement mental dans un esprit sain, dans un corps sain chez les jeunes, puis les parents veulent amener leur enfant à faire du sport. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui fait du sport, qui rencontre un autre qui est sportif, puis là, il y a une compétition interne. « Ah, je t'ai battu hier. » Je sais que vous êtes un grand sportif. Et là, j'étais parti. Là. Je sais que vous êtes un grand sportif, que oui. Vous avez gagné même des compétitions. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, ben, merci, je l'apprécie. J'ai le record du Québec en 2018 dans la catégorie vétéran. Avant l'entrevue, j'ai fait mes devoirs quand même. J'ai lu votre CV. Alors donc, vous avez répondu à beaucoup de questions. On a touché beaucoup de sujets. Puis peut-être, évidemment, la gestion de Montréal, c'est extrêmement complexe. Je pense que vos réponses le montrent, à quel point la ville, il y a plusieurs dimensions, puis il faut le faire avec un leadership assumé, il n'y a aucun doute. Et puis, au fond, ma question finale elle serait très simple. Vous allez être en campagne électorale, vous allez vous promener dans Montréal, vous allez rencontrer tous les jours des étrangers, des gens qui ne vous connaissent pas du tout, des gens qui... Bon, alors comment, en 30 secondes, quelqu'un vous dit « Ah, monsieur Thibodeau, c'est vous qui vous présentez maire? » Oui. Pourriez-vous me dire pourquoi vous vous présentez maire? En quelques mots, là, c'est que... Pourquoi vous faites ça? C'est un travail difficile et complexe. Vous allez vous faire aimer, vous allez vous faire critiquer. Parfois, les journalistes sont gentils, parfois, ils sont très méchants. Alors, pourquoi entreprendre une mission comme celle-là, qui est très importante, très utile, mais aussi très difficile? Alors, en quelques mots, comment vous pouvez convaincre la personne que vous êtes la personne pour devenir maire de Montréal et quelles sont vos qualités principales, quoi? Vous êtes bien gentil. Il y a des journalistes qui sont positifs à votre égard, des journalistes qui sont négatifs à votre égard, et ça fait partie de la politique. J'ajouterai à ça, c'est tout nouveau, je viens d'apprendre ça, je suis le seul candidat à la mairie de Montréal actuellement déclaré,
et les journalistes l'ignorent. Donc, j'ajoute qu'il y a des journalistes positifs à ta candidature, des journalistes négatifs, puis il y a des ignorants. Merci de l'entrevue. J'apprécie énormément qu'un journaliste, je pense que vous êtes, et j'ai fait mes devoirs aussi, vous êtes reconnu par la Fédération, la Corporation des journalistes du Québec. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec. J'apprécie énormément, ça en fait un. C'est le calendrier. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? J'aime Montréal. Évidemment, la phrase facile, c'est « J'aime Montréal, je suis né à Montréal, j'ai été commerçant à Montréal ». Les gens s'habituent à cette phrase-là et après avoir fait ça en dedans de 15 secondes, je leur dis « Est-ce que vous avez autant de services à Montréal que lorsque vous étiez plus jeune ou à l'époque? » Vous seriez étonné, la réponse est quasi instantanée et je le fais. Je fais des événements des fois dans différents établissements commerciaux et les gens me posent toutes sortes de questions. Et les questions qui reviennent le plus souvent sont pas gentils, les gens. Je vous le dis, moi, les citoyens de Montréal, des fois, sont directs. C'est pas qu'ils sont pas gentils, c'est qu'ils sont directs, puis je sens qu'il y a une écart en titre. Et là, avant même qu'ils me posent des questions, là, parce que habituellement, j'ai pas eu le temps de terminer, puis là, ils me disent « Enfin! » Puis là, c'est instantané. Allez-vous remettre le stationnement? Allez-vous faire en sorte que les familles ne cessent de quitter Montréal? Allez-vous enlever des pistes de vélo? Parce que là, il y en a trop. Les questions, c'est instantané. J'ai même, après m'être présenté, les questions viennent tout de suite. Puis je leur dis, ça me fait de la peine de ne pas vous répondre précisément parce que j'aime le vélo. J'ai 2 vélos, un pour moi et un pour la visite. Puis là, je suis obligé de leur expliquer, voici la façon qu'on devrait procéder et l'intention qu'on a à l'intérieur du Parti Action Montréal. C'est de respecter tout le monde. On déneigera pas les pistes cyclables avant les trottoirs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des priorités. Les gens ne le savent pas, mais il y a une cinquantaine, plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont mis pour les pistes cyclables avant le déneigement de quoi d'autre? On parle de l'hiver. Et c'est ça, là. Puis là, les gens, je pense qu'après avoir expliqué lentement, voici les priorités, voici comment on va le faire. Puis là, je le vois dans le sourire des gens, puis il y en a qui me regardent à la fin, puis qui disent « Vous aimez vraiment Montréal. » Ça, c'est un beau compliment. Et c'est ça que j'aime faire. Quand je l'explique... C'est ça que vous communiquez. Oui, les gens, ils te regardent, là, puis ils disent... Chacun de leur façon, il y en a qui disent « Toi, t'es Montréalais. » Puis là, je suis content. Là, c'est là que je dis, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Avez-vous des questions maintenant précises sur certains sujets, si vous saviez? Il y a des sujets... Quand on est dans le nord de la ville, là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais dans Onsic, côté Est, ou dans Rivière-des-Prairies, sur le bord de l'eau, il y a des gens qui me disent, dites-moi pas que vous allez enlever le petit sentier, parce que j'aime ça aller pêcher des fois. Tu sais, là, il y a des gens qui ont des... Allez-vous l'améliorer? Tu sais, là, il y a des petites choses. Montréal, là, c'est fabuleux. Je vais m'arranger que tous les Montréalais disent c'est beau. Et en conclusion, il n'y a plus un Québécois qui va dire que Montréal, c'est une risée. C'est insultant. La gestion de Montréal, évidemment, la bonne gestion de Montréal, c'est essentiel pour la qualité de vie des citoyens. Puis j'aimerais, M. Thibodeau, vous remercier pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Et la qualité de vos réponses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données aux citoyens. Et je crois que c'est vraiment la bonne approche d'être ouvert et de répondre aux questions. Et je sais que vous avez commencé des assemblées de cuisine. Oui. Et ça, c'est une excellente idée. Les assemblées de cuisine, comme dans le bon vieux temps, on va rencontrer les gens sans filet, sans fausse caméra, sans la vraie politique. Et je vous félicite de faire ça et c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.